suis le troisième président de l'association, donc association donc, créée en 1958, sous l'impulsion de Madame Pau, notre présidente fondatrice, aidée de quelques parents. Je suis admiratif, je dirais, de ces personnes qui ont osé, je dirais, sortir leur enfant de chez eux, osé demander des solutions adaptées à leur enfant. On peut imaginer que Madame Pau, à cette époque, entourée de quelques parents, ont cherché à trouver des réponses pour offrir une éducation à leurs enfants. Il n'y avait rien, même mon enfant, si je voulais absolument une éducation, on m'a dit, voyez les hôpitaux psychiatriques, ou alors la Belgique, comme je vous ai dit. Donc j'ai dit non, non docteur, je n'accepte pas. Alors madame, veuillez voir ma secrétaire. Elle va vous mettre en relation avec des gens qui, comme vous, sont motivés et veulent faire quelque chose pour l'éducation de leur enfant. Bon, rendez-vous fut pris. En ce temps-là, nous étions 9 personnes pour la fondation de la PEI, qui ne s'appelait pas la PEI. Il y avait monsieur et madame François Pau, monsieur et madame Edoui, monsieur et madame Motet. Nous sommes le 29 juin 1958, à la maison de la famille rue Gambetta à Lens. Les parents sont animés par la volonté d'apporter des réponses adaptées à leurs enfants. L'association familiale de défense et de protection de l'enfance déficiente est créée. C'est la première association de ce type dans le Pas-de-Calais. Elle fut déclarée le 1er juillet 1958. Et on a ouvert, pour la petite histoire, un lieu d'accueil, pas l'établissement, en 1959, à la maison de la famille, près de la gare de Lens, avec 8 handicapés, dont 4 de Béthune. Les parents de Béthune qui n'avaient rien venaient en autobus l'après-midi avec leur enfant, faisaient des courses dans Lens ou se promenaient dans Lens et reprenaient leur enfant le soir, puis après Béthune s'est créé. Ensuite, mon mari avec son père, qui était chef maçon mine, ont fait un local du garage qui était dans la cour. Un autre parent était électricien, est venu mettre l'électricité aux normes. Un autre a mis un sol adéquat et nous avons fait une pièce pour la directrice. Et on recevait quand même quelques jeunes, mais pas beaucoup. Parce que forcément, c'était le balbutiement de l'association, il y avait peu d'enfants. Le début, c'était 5, 4 à 5. La démarche était simple. Nous faisons venir à Lens une éducatrice de l'école d'éducatrices de Lille, je crois. Enfin, c'est une école spécialisée pour éducateurs spécialisés dans l'enfance inadaptée mentale. Voilà. Et que nous payons. Il a fallu se battre pour pouvoir faire cette association, bien sûr. Mais les familles, petit à petit, venaient vers nous, comme vous disiez, de bouche à oreille. Bon, on nous a dit qu'il y avait ça. Et alors, nous avons fait des petites réunions pour pouvoir parler de ce qu'on faisait, justement, pour nos enfants inadaptés. Voilà. Mais c'était vraiment... il n'y avait aucun article dans les journaux à ce moment-là. Il n'y avait pas d'assemblée générale, rien. C'était le début, le balbutiement de l'association, la fondation. L'IME Maléco, appelé alors IMP, est le premier établissement créé par l'APEI en 1959. Il accueille des enfants et des adolescents porteurs d'un handicap intellectuel.
Il reconnaît à chacun le droit à l'éducation et à l'intégration dans la vie sociale. L'enfant ou l'adolescent est au cœur des préoccupations de chacun. La prise en charge spécifique, éducative, pédagogique et médicale s'inscrit dans le cadre d'un projet individualisé associant l'enfant, sa famille et l'institution. Ah bah là, ça c'est super. Super. Non. Des mots. Vous trouvez des mots. Comment on peut savoir ce que je demande sur cette feuille? Fais-toi. Si. Avec les points. Ah ouais, elle a vu les traits en pointillés, Sabrina. Il y a un endroit où c'est écrit ce que je Non, demande. faut les remettre. Alors là, ça s'appelle comment? Regardez ce que nous montre Frédéric. Range. Alors ça s'appelle la consigne. Tu peux nous lire la consigne, Jonathan? Range. Ouais, on entend. La scolarisation adaptée est un axe fort du projet Aliemos. Un râteau. La reconnaissance légitime pour ces enfants des premiers apprentissages est à cette époque précurseur de la loi du 11 février 2005 qui rend aujourd'hui opposable le droit à la scolarisation pour chaque enfant en situation de handicap intellectuel. Le service d'éducation et de soins à domicile est créé en 1970. Sa vocation est de répondre le plus tôt possible aux besoins de l'enfant en étant au plus proche de son lieu de vie, de ses parents et de sa fratrie. Cette première approche vise à protéger l'enfant pour l'amener progressivement à vivre en dehors de la maison. Le soutien et l'aide à la famille par l'équipe des professionnels sont des atouts pour réussir ce pari de l'intégration pas à pas dans le monde protégé de la petite maison, puis dans le milieu ordinaire. Les parents sont des interlocuteurs privilégiés. Leur participation et l'expression de leurs attentes sont indispensables pour donner du sens au projet d'avenir de leurs enfants. La valeur portée à la relation triangulaire, parents, amis, personnes handicapées, professionnels, a permis à l'APEI d'avoir une politique volontariste et anticipatrice. Elle a recherché sans cesse à reculer les limites du possible en accueillant progressivement les personnes les plus démunies. Les enfants polyhandicapés et les enfants autistes. Les enfants polyhandicapés ont été accueillis au CESAD dès 1970 et à l'IME en 1982, alors que la circulaire concernant ces enfants date de 1986. Alors, dans le cadre de la loi de 2002, les CESAD ont l'obligation d'organiser des groupes d'expression de parents. Donc, on s'est mis en conformité avec la loi, même si ces rencontres de parents existaient déjà bien avant ces textes d'obligation de la loi. Puis partant du principe que ces rencontres de parents, même si dans le cadre du CESAD, nous sommes amenés à rencontrer professionnels parents, à nous rencontrer très régulièrement, c'est vrai que permettre de se retrouver tous ensemble, parents professionnels, pour parler des problématiques qui nous rassemblent, nous paraissait quelque chose d'essentiel et de complémentaire. Dans la section des petits, évidemment, c'est l'accueil de nouveaux petits, c'est donc travailler beaucoup sur l'autonomie. Donc je vais faire un gros travail sur l'équilibre, sur la coordination générale, la coordination au niveau des mains. C'est très varié en fait. Avant chaque début de prise en charge, je fais un bilan complet du gamin. Et de là, je décide mes rééducations type. Motrice, plus relationnelle, plus motricité fine, avec ou sans support. C'est-à-dire dans ma salle, ou alors en balnéo, en plein air adapté, au poney club, c'est très varié. Je peux également travailler, alors ce qui est intéressant depuis peu, je travaille en duo avec ou l'éducatrice de l'enfant ou l'orthophoniste, donc c'est vraiment un travail très complémentaire. Il y a un œil de l'orthophonie, il y a un œil de la psychomote, donc il y a vraiment une prise en charge très personnalisée de l'enfant.
Les structures du pôle enfance considèrent chaque enfant comme un être apprenant. Tous ont une place et un rôle à jouer dans la société. Être utile à soi-même et utile aux autres. Être à la fois bénéficiaire et créateur de biens collectifs. C'est dans ces perspectives aussi que des adolescents de l'IME s'exercent peu à peu à la découverte du travail. Tu voudrais bien être cuisinier plus tard? Ouais, dans un sciatique. L'association a fait le choix, en créant l'ESAT en 1964 et l'atelier protégé en 1992, de donner aux personnes handicapées intellectuelles les moyens de s'inscrire dans un véritable contexte socio-économique et de bénéficier d'un revenu. Les travailleurs participent à la vie de leur établissement. Celui-ci est soumis aux lois du marché et doit satisfaire aux obligations de qualité des produits. L'ESAT ne perd pas de vue sa vocation médico-sociale et garantit à la fois l'aide humaine nécessaire aux travailleurs handicapés intellectuels et le soutien sur le plan personnel. Comme tout un chacun, la personne handicapée a besoin un jour de quitter le toit familial et de s'approprier un autre lieu, en maîtrisant un nouvel espace, en lui donnant un sens personnel, en ayant à la fois le droit d'y agir et d'y mettre son empreinte. Alors c'est quoi de vivre ici ensemble dans un appartement? Vous êtes libre? Ben, si on veut. Il y a des contraintes? Quand même, hein. C'est-à-dire? Ben, les moniteurs, ils montent. À force, ils montent voir de temps en temps. Ouais. Déjà, c'est un lieu d'hébergement, c'est-à-dire que c'est un lieu qu'on essaye de rendre agréable et convivial pour que les personnes s'y sentent bien et qu'elles puissent vivre au mieux en fait, dans cet endroit, dans l'espace de vie collectif comme ici autour où on est. Et puis après, donc, dans une répartition d'appartements où les personnes ont chacun une chambre individuelle. Et en fait, pour les accompagner au quotidien et faire en sorte qu'ils soient bien, il y a toute une équipe qui est là en termes d'accompagnement, donc équipe éducative et également une équipe de personnes aux services généraux, hommes d'entretien, lingères, cuisiniers. C'est-à-dire que donc les adultes participent à la cuisine, au ménage, à la lingerie. Et puis par ailleurs, l'équipe éducative, en termes de projets personnalisés, accompagne les personnes dans leur projet de vie. Alors, c'est-à-dire que ceux qui vivent en appartement, qui souhaitent développer un peu plus leur capacité d'autonomie, soit préparer des repas ou être autonome pour les transports, on les accompagne en fait dans ces démarches pour les aider à se débrouiller au niveau du quotidien. L'autre service qui est le service d'accompagnement, donc là accompagne aussi des personnes présentant une déficience intellectuelle, mais dans un contexte qui est différent puisque là les personnes vivent en situation d'autonomie complète. Alors elles peuvent vivre soit seules ou en couple. Et donc là, l'objectif de l'éducateur, c'est pareil, on a tout l'axe de la vie quotidienne en termes d'aide et de conseils, puisque là, l'accompagnement est un peu différent, puisqu'on n'accompagne pas comme au foyer, on n'est pas dans un cadre fermé en fait, on va au domicile de la personne,
On les aide à aller en conseil, on est en lien avec les tuteurs, avec les ESAT, et au quotidien, en fait, on va chez eux ou on tient une permanence où effectivement on peut les accompagner aussi sur des plans administratifs, médicaux ou autres. Il y avait des papiers, donc tout à l'heure on verra l'aspect financier, je vous accompagnerai à la caisse d'épargne pour l'argent du mois. Hein. Il y avait des papiers à voir aujourd'hui? Les impôts. Vas-y, montre-moi, on va regarder ça. Goéland, là, la différence, c'est qu'effectivement, c'est un foyer où on propose l'hébergement, mais disons que la journée, les personnes vont travailler à l'ESAT. Et là, effectivement, on va parler de production, de rentabilité, effectivement, puisqu'elles travaillent pour une entreprise. Le problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas forcément de place partout pour tout le monde. Les personnes qui auraient dû partir à l'âge de 60 ans à la retraite ne trouvent pas forcément de structure et de place pour vivre après 60 ans leur retraite. Donc elles restent en attendant au foyer des goélands. Je reste ici. C'est-à-dire que tu es, comme on l'a dit tout à l'heure, retraité. Voilà. Alors la vie de la retraite, retraité, c'est bien ou c'est fatigant? C'est bien, c'est bien. C'est plus fatigant? Non. Non. Je peux me promener. Alors, je peux même aller boire un café. Et toi, tu vas te promener où? À Cora, ou bien au café chez Fredo, ou bien chez Michel, ou bien chez Eric. Par un verre là, chez Eric, là-bas sur la place. Et où Moi, si tu veux, je suis entrée dans la profession sans vraiment connaître ce que c'était. Et puis bon, mais t'apprends avec eux, t'apprends énormément. Je veux dire, faut oser aller vers eux, faut accepter la différence. Et je pense que c'est une richesse leur différence. Je veux dire, tu te sers de cette différence pour les faire grandir. Et moi, je pense que ça m'a enrichi énormément. Alors les personnes du foyer de vie sont accueillies alors qu'elles ont pu travailler pour certaines. Bon, présentant des problèmes de fatigabilité, parfois de santé, ces personnes ont besoin d'un foyer qui les accueille. À la fois ne pas perdre de vue que c'est parce qu'elles ne travaillent pas, enfin c'est pas parce qu'elles elles ne travaillent plus en tous les cas, qu'elles n'ont pas besoin d'activités effectivement occupationnelles, qui leur permettent en tout cas de rester utiles aux autres, utiles à elles-mêmes. Donc en fait, le foyer de vie accueille des personnes à partir de 20 ans, sans limite d'âge à l'heure actuelle, où effectivement on leur propose un hébergement et à la fois des activités la journée pour justement pouvoir s'occuper, pouvoir se récréer aussi, c'est important de se récréer, avec des activités de loisirs, des activités culturelles, des activités sportives, en fait la vie de tout à chacun. À l'âge adulte, les personnes s'orientent vers le travail ou peuvent bénéficier en accueil de jour d'un contexte stimulant, capable de leur prodiguer épanouissement et sentiment d'utilité. Le foyer Lamarelle accueille des personnes handicapées intellectuelles présentant une pathologie associée. L'équipe pluridisciplinaire inscrit ses actions au quotidien en proposant un accompagnement personnalisé et global grâce à un projet de vie autour de 2 axes en interaction permanente. Un hébergement et un accueil conviviaux, un projet de soins individualisé et adapté. Des portes avec un moteur où? Dans quelle pièce? Ouais, là.
Mais regarde tout le monde et dis-le bien. Dans les chambres. Reconnaître le droit à l'expression pour chacune des personnes accueillies, quelle que soit sa difficulté, exige d'adapter les moyens de les comprendre. Le Conseil de la vie sociale est une instance où la citoyenneté s'inscrit de fait pour tous. Bonjour, monsieur Hick. C'est pour un service. La lecture ouvre les portes de l'imagination. Elle est source d'apprentissage pédagogique. Les nombreux intervenants à la bibliothèque reconnaissent la lecture comme un besoin fondamental et incontournable pour toutes les personnes accueillies au foyer. Je ne peux rien pour toi, dit le loup, catégorique. Et il ajoute, il faut quelqu'un pour me faire peur, sinon cette histoire va durer des heures. Allons chez le dentiste. Faites-nous peur, vous serez sympathique. No problemo, mes agneaux. J'ai plein d'outils dans ma trousse pour vous filer la frousse. Ça commence comme un rêve, un premier ton regard qui se lève. On est déjà plus fort, on cherche la mesure, on attend si belle. Au bout de la marée, on sait pas que ça verra, elle nous paraît si belle d'en bas. La cloche pénère le ciel, à pied joie toi et moi, on tombe ou on invente un bras, on y va. Quand on a créé l'association, on a dit, ah, vous savez, les médecins disaient, à 20-25 ans, il sera parti. Ouais, à 20-25 ans, il n'y a qu'à compter à l'an, c'est combien qu'il y en a plus de 60 ans. Et alors, le gros problème, c'est que quand on a l'handicapé arrive à plus de 60 ans, les parents ont 80 et plus, quand ils ne sont pas disparus. L'association revendique le respect envers la personne humaine, quelle qu'elle soit, car c'est de là que viennent sa dignité et sa valeur inconditionnelle. L'engagement aujourd'hui et l'ambition pour demain sont l'action et la prise en compte de chaque personne et de chaque situation. Le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés a pour vocation la mise en place d'un projet de vie et de soins coordonnés. On y va, Bernard? Allez, on va s'avérer. Attends. Les yeux, on les fera après, hein, pour éviter... Il ne mange pas tout seul, il faut l'habiller, il faut beaucoup de soins. Et maintenant qu'on commence à vieillir, on a besoin un peu d'aide. Oui, c'est comme ça, ouais. Et comment ça s'est fait, la rencontre entre l'association et vous? Ben c'est... Il y a combien, 2 ans peut-être que c'est institué là, à la Samsa. Alors il y a une personne qui habite ici dans cette rue-là et qu'elle nous a demandé, avec notre enfant, si on voulait se mettre dans l'association. Oui. Alors comme un jour ou l'autre, on sera appelé à disparaître. Si Bernard a encore du monde. C'est ça, ouais. Tant qu'on soit là, ça va? Et oui. Donc la mascotte est un service associatif créé en 1995 à l'initiative des parents, des professionnels et des administrateurs pour répondre à la problématique de la liste d'attente des personnes qui sont sans solution institutionnelle. Donc les jeunes sortaient de l'IME Maléco à 18, 19 ans et restaient chez eux sans stimulation, j'oserais dire, sans rien faire. Donc on a ouvert ce service dans un accueil à la carte, un accueil modulable, avec une participation de chaque usager au prix de journée. On a démarré avec des bénévoles, des personnes en contrat CES, et ensuite avec une douzaine d'usagers.
Et donc cette mascotte a servi aussi de tremplin à pas mal d'encadrants qui sont arrivés en bénévole, qui sont arrivés en emploi jeune, qui sont arrivés en contrat aidé, qui sont arrivés comme stagiaires et qui, ma foi, ont trouvé là un terrain de stage assez fantastique parce qu'on touche toute population, tout handicap, tout niveau. Alors la mascotte, c'est aussi, je pense, le grand principe de solidarité et de l'association, parce que tous les établissements donnent un petit coup de main. À la PAU de Lens, la vie associative est riche. Que l'on soit parents, amis, professionnels ou personnes handicapées, on y trouve toujours des lieux de rencontre pour échanger ses idées, pour faire part de ses problèmes. C'est bon, hein? Bonjour. Ça va bien? Ça va. Non, c'est monsieur Vincent. Où est-ce que tu te mets? Tu te mets là peut-être? On fait la course? Je vais me mettre ici? C'était Je sais pas, c'est pour moi, mais où? Je peux me mettre là? On va plutôt partir tout de suite sur le 4 mai à Lens. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 mai à Lens? En fait, le 4 mai à Lens, il s'est passé le marché aux fleurs qui se fait tous les ans, qui est organisé par la ville de Lens. Et que, comme tous les ans, c'est au Colisée, mais dans toute la ville. Et nous, nous avons exposé notre association, notre délégation locale, de nous aussi. Alors, cette réunion a été créée en 2001 et nous avons voulu réunir autour d'une table des parents, des professionnels et des personnes accueillies. L'objectif était de parfaire la participation de chacun à l'association de Lens et environ. Et la participation de chacun, ça veut dire la participation pleine et entière des personnes handicapées intellectuelles. Des forces complémentaires au service d'une cause commune, personnes handicapées intellectuelles et leurs familles, professionnels, bénévoles et amis, c'est au cours de ce moment fort de la vie associative que chacun est tenu informé et associé aux missions et perspectives de l'association. Les résultats de la SOA est redevenu positif. Le résultat de l'ANAL est proche de celui de 2006. L'API de Lens associe dans sa dynamique le trinôme, parents administrateurs, personnes handicapées et professionnels. Solidaires du mouvement, les professionnels partagent l'obligation réciproque des valeurs associatives, le respect, la solidarité et l'action. Les professionnels inscrivent leurs prestations dans un principe de qualité fait d'empathie et de compétences techniques. Ils partagent ainsi une communauté de destin pour reconnaître et promouvoir la personne handicapée en tant que personne à part entière. Il y a quelques années, c'était les parents et les professionnels qui s'exprimaient pour la personne handicapée. Depuis quelque temps, la personne handicapée elle-même prend la parole. C'est elle qui exprime ses besoins, c'est elle qui revendique pour elle-même. Le but de l'association, c'est d'être le porte-parole de toutes les personnes handicapées, quel que soit leur degré de difficulté. Nous voulons que les personnes handicapées ne soient plus exclues des décisions qui les concernent. Et nous voulons aussi que les personnes handicapées intellectuelles soient reconnues comme des citoyens à part entière. Et bien sûr, par nos actions, nous voulons changer le regard porté par la société sur le handicap intellectuel. Nous, il y avait rien. Bon, il fallait faire. Alors, des baroudeurs, il en faut. Et puis maintenant, nous avons agrandi encore. Donc le futur de l'association, c'est toujours innover, entreprendre pour répondre aux besoins nouveaux, pour combler les manques de place
que chaque personne handicapée puisse bénéficier de la compensation dont elle a besoin tout au long de sa vie. Nous sommes tellement aussi contents d'avoir abouti à ce que nous avons maintenant. Nous avons mis au monde un bébé, et ce bébé est en de bonnes mains, et nous en sommes très heureux, mon époux et moi.